Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de la dynamique de la Terre. Quand on parle de la dynamique de la Terre, généralement ce qu'on entend c'est la tectonique des plaques. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est une théorie qui a été formulée pour la première fois par Alfred Wegener et son idée c'était que les continents bougent au cours du temps. Cette idée-là elle vient pas de nulle part, il s'est basé sur plusieurs observations. Tout d'abord, la forme des continents est très complémentaire. Si on rapproche l'Amérique par exemple de l'Afrique, on se rend compte que ces deux continents s'emboîtent parfaitement. Il s'est aussi basé sur de nombreuses observations, notamment de fossiles d'une même espèce qu'on va retrouver sur deux continents différents, ou de successions de différentes couches géologiques de roches identiques dans différents continents. Et donc, à partir de toutes ces observations, il a supposé que les continents ont bougé au cours du temps, et qu'à un moment ils étaient tous regroupés en un seul continent qu'il a appelé la Pangée. Cependant, comme il n'avait pas d'explication à ces mouvements, il n'a pas été cru et pas été entendu par la communauté scientifique à ce moment-là. C'est que plus tard, quand on a réussi à trouver une explication à ces mouvements, que cette théorie a été acceptée. Si on parle de tectonique des plaques, c'est que ces plaques elles font référence à quelque chose. Généralement, on parle de plaques tectoniques, mais les plaques tectoniques, ce sont en fait des plaques lithosphériques. C'est-à-dire que c'est la lithosphère qui est découpée en morceaux. Ces différents morceaux, on a pu les identifier grâce à l'observation de nombreux séismes. Si on trace tous les séismes et qu'on repère tous les séismes qu'on enregistre sur Terre sur la carte du monde, on se rend compte qu'ils s'alignent tous suivant de longues lignes. À partir de ces longues lignes, on en a délimité les plaques tectoniques. Et ce sont donc ces grands morceaux de lithosphère qui se déplacent à la surface du globe. Quand on regarde en détail chacune des limites de plaques, on se rend compte qu'il en existe deux grands types. Les limites où les deux plaques s'écartent l'une de l'autre, on parle de divergence, et les limites où les plaques se rapprochent l'une de l'autre, des limites en convergence. Les limites de plaques en divergence sont des zones que l'on appelle des dorsales océaniques. À ces endroits-là, on retrouve un flux géothermique élevé, c'est-à-dire que la température à la surface est beaucoup plus importante que la température moyenne à la surface de la Terre. Et on remarque aussi une sismicité en surface, donc des séismes qui sont en surface et non en profondeur. Ces dorsales, c'est aussi le siège de failles normales et on y observe un relief important. Le deuxième type de limite de plaques, ce sont les limites en convergence. Selon la nature de ces plaques, on va pouvoir différencier deux types de zones de convergence. Lorsque l'on a deux lithosphères continentales qui se rentrent l'une dans l'autre, on parle de zones de collision, qui sont associées à la formation de chaînes de montagnes. Le flux géothermique est assez faible, la sismicité est peu profonde et on observe des failles inverses. Lorsque l'on a une lithosphère continentale qui rencontre une lithosphère océanique, on va se trouver non pas dans une zone de collision, mais dans une zone de subduction. Ces zones de subduction sont associées à la présence de fosses océaniques. Ces fosses océaniques sont très profondes et peuvent atteindre plus de 10 km de profondeur. Dans les fosses océaniques, la sismicité est très profonde et on peut avoir des séismes jusqu'à 670 km de profondeur. Le flux géothermique, lui, est faible au niveau de la partie océanique, mais augmente au niveau de la partie continentale et est lié à la présence d'un volcanisme et donc de volcans sur la partie continentale. On sait donc qu'il existe des plaques lithosphériques à la surface de la Terre et qu'elles se déplacent. Les scientifiques ont donc voulu mesurer les mouvements de ces plaques-là. Pour mesurer ces mouvements, il existe plusieurs méthodes. D'abord, les méthodes qui permettent de mesurer les mouvements du passé. On en retrouve trois. La première, c'est l'étude des volcans intraplaques, qui ne se trouvent donc pas à la limite et sur le périmètre de chaque plaque, mais à l'intérieur de ces plaques. Ces volcans intraplaques sont associés à la présence de points chauds, qui sont fixes dans le temps. Il existe donc un volcan qui se forme au niveau de ce point chaud. Sauf qu'il est sur une plaque qui, elle, bouge au cours du temps, et donc le volcan va également se déplacer au cours du temps, puisqu'il est sur cette plaque lithosphérique en mouvement. Une fois que la plaque aura bougé, le volcan ne sera plus au-dessus du point chaud, et donc un nouveau volcan va se former au-dessus du point chaud. Au cours des temps géologiques, la plaque va donc se déplacer et former petit à petit de nouveaux volcans. On va donc se retrouver avec une chaîne de volcans, tous alignés les uns à la suite des autres et formés par ce même point chaud. Comme il est possible de dater les roches de ces volcans, on va pouvoir connaître leur âge. On connaît leur âge, leur position dans le temps et l'endroit auquel ils se sont formés. On peut donc calculer la vitesse de déplacement de la plaque sur laquelle ils se sont formés. Sur le même principe de raisonnement, en connaissant l'endroit où se forme une roche, son âge et sa position actuelle,
on peut utiliser d'autres méthodes. En effet, au niveau des dorsales se forment des roches. Lorsqu'elles se forment, elles enregistrent le champ magnétique présent au moment de leur formation. L'étude de roches partout sur Terre a permis de connaître les valeurs du champ magnétique au cours du temps et leur évolution. Lorsque l'on étudie une roche et que l'on regarde le champ magnétique qu'elle a enregistré, on peut donc retrouver son âge et le moment où elle s'est formée. Pour cela, on confronte les informations contenues dans cette roche à l'échelle des inversions du champ magnétique. On peut donc retrouver l'âge de la roche, on connaît l'endroit où elles se sont formées, la dorsale à proximité, et on connaît leur distance actuelle à la dorsale. Sur le même principe que la méthode précédente, on peut par la formule V égale D sur T retrouver la vitesse de déplacement de cette roche, et donc de la plaque sur laquelle elle se trouve. Sur le même principe, il est également possible d'étudier les sédiments que l'on retrouve sur le plancher océanique. Pour cela, on réalise des forages qui nous permettent d'obtenir des roches qui sont en profondeur, et une fois que l'on a ces roches, on va pouvoir les étudier. On va notamment chercher à connaître l'âge de la roche pour pouvoir calculer la vitesse de déplacement, car on connaît l'endroit où elles se sont déposées, au niveau de la dorsale. On a donc 3 méthodes pour calculer les mouvements des plaques tectoniques dans le passé. La méthode des points chauds, des anomalies magnétiques et l'étude des sédiments. Aujourd'hui, on utilise une autre méthode pour connaître les mouvements actuels des plaques tectoniques. C'est la méthode du GPS. L'ensemble de ces méthodes nous permet de connaître la vitesse des plaques actuellement ou dans le passé. Toutes ces vitesses sont de l'ordre du centimètre par an. Maintenant qu'on a compris comment on a délimité les plaques tectoniques et comment on peut mesurer leur vitesse, on va s'intéresser aux différentes limites de plaques mentionnées plus tôt. Et on va commencer par les zones en divergence, c'est-à-dire les dorsales océaniques. Tout d'abord, si on compare l'âge des roches de la croûte océanique par rapport aux roches de la croûte continentale, on se rend compte que les roches de la croûte océanique sont beaucoup plus jeunes, maximum 200 millions d'années, alors que les roches de la croûte continentale peuvent avoir jusqu'à 4,5 milliards d'années. Ceci nous montre que la croûte océanique est recyclée au cours du temps, sinon on aurait des âges aussi vieux que ceux qu'on peut avoir pour l'âge de la croûte continentale. Et en effet, c'est au niveau des dorsales que la croûte océanique se forme en permanence. Ce processus de formation de la croûte océanique est appelé l'accrétion océanique. Comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des dorsales océaniques, on retrouve un flux géothermique très important, c'est-à-dire qu'il y a une remontée de matériel chaud à cet endroit-là. Le matériel chaud venant de la profondeur correspond à l'asténosphère qui remonte. Tout ceci est observable avec des images de tomographie sismique. Cette asténosphère qui remonte est une partie du manteau, c'est-à-dire qu'elle est formée de la roche que l'on appelle la péridotite. Lorsque l'on compare la composition de la péridotite en fusion, on se rend compte que pour des taux de fusion de 5 à 10%, sa composition est similaire à celle du basalte et du gabbro qui forment la croûte océanique. À partir de ces informations, on peut donc en déduire que c'est cette péridotite en fusion qui est à l'origine de la formation de la croûte océanique. La péridotite en profondeur subit ce qu'on appelle la fusion partielle, c'est-à-dire qu'une partie de la roche fond. On se retrouve donc avec une péridotite en partie solide et en partie liquide. Ce liquide, c'est notre magma qui est à l'origine de nos roches de la croûte océanique, le basalte et le gabbro. Selon l'endroit où refroidit ce magma, on va former des basaltes ou des gabbros. En profondeur, la roche refroidit lentement. Les minéraux ont donc le temps de grandir et on forme une roche grenue, comme le gabbro. Si par contre le magma remonte jusqu'à la surface, le refroidissement y est beaucoup plus rapide et les minéraux n'ont pas le temps de grandir. On forme donc une roche à texture microlithique, c'est-à-dire composée majoritairement de verre et de microlithes, c'est-à-dire de tout petits minéraux. Cette roche-là, c'est le basalte. Il existe de nombreuses dorsales sur Terre. Il est possible de calculer la vitesse de déplacement des plaques au niveau des dorsales à plusieurs endroits sur Terre. On remarque alors que certaines plaques s'écartent très lentement, de l'ordre de 2 cm par an, tandis que d'autres s'écartent beaucoup plus rapidement, de l'ordre de 10 cm par an. On distingue alors ce qu'on appelle les dorsales lentes des dorsales rapides. Mais alors, est-ce que ces deux dorsales diffèrent uniquement par leur vitesse d'ouverture? Eh bien, pas vraiment. Si on regarde les dorsales rapides, qui s'ouvrent de l'ordre de 10 cm par an, on va avoir une morphologie très différente de celle des dorsales lentes. Les dorsales rapides ont un bombement central, tandis que les dorsales lentes présentent ce qu'on appelle une vallée axiale, plutôt un creux sous forme d'escalier.
Ce bombement est lié à la remontée de notre asténosphère chaude dans laquelle on va avoir la fusion partielle et donc la formation d'une chambre magmatique. À ce niveau-là, on observe également des fractures dans la roche qui témoignent de cette divergence. Si l'on observe les roches que l'on retrouve au niveau des dorsales rapides, on retrouve en profondeur les péridotites, du manteau formé globalement d'olivine et de pyroxène. Au-dessus de ces péridotites, comme on l'a dit précédemment, on va retrouver des gabbros. Ces gabbros qui ont refroidi lentement et qui ont une texture grunue. Au-dessus desquels on retrouve les basaltes, donc des roches de composition similaires, mais avec une texture microlithique. Au niveau des dorsales, les basaltes ont des formes particulières, en boudin. On les appelle donc des basaltes en coussin ou pilolava. Au-dessus de ces basaltes, on retrouve également des sédiments qui se déposent au cours du temps. On a donc une croûte océanique très épaisse, formée des sédiments, des basaltes et des gabbros, en dessous de laquelle on retrouve les péridotites du manteau. Dans les dorsales lentes, c'est différent. Il n'y a pas de réelle chambre magmatique qui forme ce bombement. On se retrouve donc avec une morphologie creusée, en vallée axiale. L'absence de cette chambre magmatique est liée donc à une production moins intense de basalte et de gabbros. En effet, si l'on regarde les roches au niveau d'une dorsale lente, on va trouver à la surface directement les péridotites du manteau. Comme ce manteau est présent à la surface et non en dessous d'une croûte océanique, on dit qu'il est exhumé. On retrouve cependant quelques fragments de croûte océanique inclus dans ces péridotites, dans des points précis où on a pu avoir notre fusion partielle. Les gabbros sont donc formés en profondeur et inclus dans la péridotite. On parle alors de lentilles de gabbro. Comme on vient de le dire, les péridotites sont en surface, elles sont donc au contact de l'eau. Ce contact avec l'eau induit ce qu'on appelle la serpentinisation des péridotites. Au contact de l'eau, les minéraux de la péridotite se transforment en un nouveau minéral hydraté que l'on appelle la serpentine. On dit alors que les péridotites sont serpentinisées. Les dorsales rapides et lentes sont donc très différentes, tant sur la morphologie que sur l'organisation des roches qui les composent. Ok, donc là on vient de voir comment se forme la croûte océanique après la fusion partielle des péridotites au niveau des dorsales. Maintenant, on va voir ce qui arrive à cette croûte océanique au cours de la divergence. Différentes études ont montré que cette croûte océanique, au cours du temps, elle subit différentes modifications. Tout d'abord, sa structure change. Elle se refroidit, elle s'épaissit et donc se densifie. Du fait de cette augmentation de la densité, elle va s'enfoncer progressivement dans l'asténosphère. On y reviendra plus tard. Elle subit également des transformations minéralogiques. En effet, on a vu que les péridotites, au contact de l'eau, vont se modifier. C'est la même chose pour les roches de la croûte océanique. On a vu précédemment qu'il existe des fractures au niveau des zones de divergence. Au niveau de ces fractures, l'eau va pouvoir s'infiltrer et se réchauffer au contact des roches chaudes. En se réchauffant, elle devient moins dense et va donc ressortir de ces roches au niveau de ce qu'on appelle des fumeurs océaniques. Le contact des roches avec l'eau va entraîner des modifications, comme on l'a vu avec les péridotites qui se serpentinisent. Les roches de la croûte océanique vont également s'hydrater et former de nouveaux minéraux hydroxylés. Ce changement d'état des roches qui se fait à l'état solide au contact de l'eau est appelé le métamorphisme hydrothermal. Ce métamorphisme des gabbros va entraîner la formation d'amphiboles. La lithosphère va ensuite continuer d'évoluer et on a dit de s'enfoncer. Avec cet enfoncement, on augmente la pression des roches. Sous cette augmentation de la pression, les roches vont se transformer petit à petit. Les minéraux qui viennent d'être formés vont ensuite se transformer en de nouveaux minéraux comme la chlorite et former ce qu'on appelle des métagabbros, des gabbros métamorphisés. Selon les conditions de pression et de température, on va former des minéraux différents. À basse température et faible pression, on va former des minéraux tels que la chlorite qui vont caractériser un type de gabbro que l'on appelle les métagabbros de faciès schiste vert. Ce sont un ensemble de gabbros avec des minéraux similaires qui se forment dans des conditions de pression et de température données. Ces conditions de pression et de température sont des conditions de basse pression et de basse température. On part alors de métamorphisme, basse pression, basse température. On observe donc un nouveau type de métamorphisme, c'est-à-dire de transformation des minéraux des roches à l'état solide. Cet enfoncement de la lithosphère océanique se fait généralement au contact d'une lithosphère continentale.
On rentre donc dans ce qu'on avait vu tout à l'heure, les zones de subduction. Suite à la divergence de la lithosphère océanique, elle va rencontrer une lithosphère continentale. Du fait de son augmentation de densité au cours du temps et de la présence d'une lithosphère continentale, la lithosphère océanique va plonger. On a donc une augmentation progressive de la pression. Sous l'effet de ce changement de pression, on va avoir la formation de nouveaux minéraux tels que le glaucophane, qui va être caractéristique des métagabbros en faciès schiste bleu. En augmentant encore plus la pression, on va former de nouveaux minéraux tels que le grenat ou la jadéite qui vont être caractéristiques du faciès éclogite. On observe donc au cours de la divergence une modification progressive des roches de la croûte océanique en passant de gabbro à métagabbro à amphibole, puis en métagabbro faciès schiste vert, puis faciès schiste bleu, puis éclogite. Au cours de cet enfoncement, les nouveaux minéraux formés présentent de moins en moins d'hydratation. C'est-à-dire que la croûte océanique va se déshydrater de l'eau qu'elle avait pu accumuler précédemment. On assiste donc à une déshydratation de la croûte océanique au cours de son enfoncement. Mais alors où va cette eau ? Elle va remonter dans l'asténosphère juste au-dessus, dans ce qu'on appelle le coin de manteau. C'est-à-dire la partie de l'asténosphère qui est comprise entre la lithosphère océanique plongeante et la lithosphère continentale juste au-dessus. On va avoir donc des roches ici dans des conditions particulières qui vont être hydratées. Du fait de cette hydratation, les péridotites vont pouvoir entrer dans la fusion partielle et donc former du magma sous le même principe que ce qu'on a vu au niveau des dorsales océaniques. Ce magma va alors, du fait de sa densité, remonter vers la surface. Comme on l'a vu au niveau des dorsales océaniques, ce magma va pouvoir refroidir soit en profondeur, soit complètement à la surface. Et exactement sur le même principe, si le magma refroidit en profondeur, il formera des roches grenues, comme la diorite. Et si le magma remonte vers la surface, il formera l'équivalent volcanique de cette roche plutonique, c'est-à-dire l'andésite. Ces deux roches ont donc le même magma source, qui est un magma qui a été hydraté, puisque l'eau vient de la lithosphère océanique qui se déshydrate en plongeant. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du mouvement de ces plaques tectoniques. Mais alors, comment ça se fait qu'elles bougent ? C'est cette subduction qui va être à l'origine du mouvement des plaques tectoniques. On a vu tout à l'heure que, en vieillissant, la lithosphère océanique devient plus dense et va plonger. Elle plonge car sa densité est supérieure à celle de l'asténosphère sous-jacente. Cette partie qui va commencer à plonger va entraîner le reste de la plaque dans son mouvement. C'est ce qu'on appelle la traction de la plaque plongeante. Cette lithosphère océanique froide va donc créer un mouvement descendant dans le manteau. Ce mouvement descendant de matériel froid va être comblé plus loin par un mouvement ascendant de matériel chaud. Tout ça, ça correspond à la convection que l'on observe dans le manteau. C'est donc ces mouvements de convection initiés par la traction de la plaque plongeante qui vont entraîner le mouvement des plaques lithosphériques qui se trouvent sur l'asténosphère en mouvement. On vient de voir les zones de divergence, les zones de convergence lithosphère océanique, lithosphère continentale qu'on appelle les zones de subduction, et il nous reste la dernière partie, les zones de collision entre deux lithosphères continentales. Le fait que les deux lithosphères continentales aient la même densité va entraîner un mouvement différent de celui que l'on observe dans les zones de subduction. Comme elles ont la même densité, aucune ne va plonger. Les deux lithosphères continentales vont donc se rentrer l'une dans l'autre. Ce phénomène induit ce qu'on appelle un épaississement crustal, c'est-à-dire que la croûte va s'épaissir, puisque l'on va superposer les deux croûtes continentales des deux lithosphères continentales qui s'affrontent. On va donc se retrouver avec des croûtes qui peuvent avoir 70 km d'épaisseur, contre 30 km en temps normal. Ces reliefs créés par la collision entre les deux croûtes continentales va entraîner la formation des chaînes de montagnes avec des reliefs très élevés. Du fait de cette collision, on va observer différentes structures caractéristiques de ces zones de collision. Par exemple, la formation de failles inverses, de chevauchements ou de nappes de charriage. Et voilà pour la dynamique de la Terre. On retrouve donc trois différentes zones aux frontières de plaques. Les zones de divergence dans lesquelles on observe des dorsales, et les zones de convergence qui peuvent être soit des zones de subduction avec l'affrontement d'une lithosphère océanique et d'une lithosphère continentale, ou les zones de collision dans lesquelles on observe l'affrontement de deux lithosphères continentales. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.